je mets tout de côté, ça fait partie du passé et maintenant, voilà, on voit ce que l'avenir va donner. Et puis, il y a le 2020 arrive et voilà. Et là, le métier vient te rattraper par la veste. Bonjour Kate, je suis ravie de t'accueillir sur Tribune Libre. Bienvenue à toi. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de ton invitation et bonjour à tous tes spectateurs. Alors, tu es journaliste de formation, une vraie journaliste, une journaliste devenue indépendante car attachée à la vérité. Tu as travaillé pour l'excellent média en 442. Tu as participé à son succès grandissant. Et puis récemment, nous allons en parler, tu as donné naissance à la chaîne Kate TV. Tu appartiens à cette nouvelle galaxie passionnante qui s'appelle la galaxie des médias indépendants, ou d'aucuns disent alternatifs au choix, moi j'aime bien indépendants, qui sont accusés à tort d'être des médias d'extrême droite, terreplatistes, complètement loufoques, illuminés. Bien sûr que non, c'est stupide et c'est faux, puisque ce sont des médias souvent qui font appel notamment à des journalistes d'investigation, donc qui sourcent leur travail et qui essaient au mieux d'être attachés à la vérité et au monde réel. Je te dis bienvenue Kate, je suis absolument ravie de t'avoir avec nous car tu as une démarche absolument sérieuse et professionnelle. Et donc, je vais te poser ma première question toute simple. Est-ce que tu peux nous parler de ta formation pour commencer? Je te remercie. Écoute, merci déjà Stéphanie de m'inviter et de m'offrir cette tribune, c'est le cas de le dire, aujourd'hui. Écoute, ma formation, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai ce métier, j'ai souhaité l'exercer quand j'étais adolescente. Donc, c'est quelque chose qui, il y a une actualité bien particulière dont je ne peux pas parler forcément puisque je me cache un peu, hein, même si je commence à me découvrir un petit peu, mais je me cache derrière un pseudo, je me cache derrière ces lunettes de soleil. Et adolescente, je nourrissais vraiment ce rêve de devenir journaliste. Donc, pour moi, c'était quelque chose de viscéral. Et j'avais plus qu'autre chose, j'avais envie de devenir reporter de guerre. Alors récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit reporter de guerre, c'est le titre le plus haut dans la carrière d'un journaliste. Mais moi, c'était pas du tout pour l'honneur, c'était pas du tout le titre honorifique qui m'intéressait dans ça. Moi, reporter de guerre, c'était vraiment pour aller sur le terrain, pour aller raconter un peu ce qui se passait réellement. Tu vois, j'étais déjà dans cette quête de vérité et aussi pour aller voir les peuples qui souffraient et pouvoir quelque part leur rendre hommage et montrer la souffrance au monde entier. Donc moi, c'était dans cet esprit-là au départ ce qui m'animait. Et quand adolescente, je pose le projet à mes parents. J'étais au lycée, hein, et donc c'est maintenant, on nous demande dès la maternelle d'avoir un projet de vie, un projet professionnel. Hein. Moi, j'étais encore au lycée, je tâtais le terrain et j'avais vraiment envie d'exercer ce métier-là. Et je dis à mes parents, voilà, moi j'ai envie de devenir journaliste, mais j'ai pas envie de devenir n'importe quel journaliste, j'ai envie de devenir reporter de guerre. Alors déjà, journaliste, pour eux, il en était hors de question. Et reporter de guerre, bien entendu que là, c'était pas possible. Donc, face à ce refus, j'ai fait tout autre chose, en fait. Je suis allée à la fac normalement. Mais j'avais toujours, en fait, dans le coin de ma tête, ce profond désir de devenir journaliste. Parce que déjà au lycée, j'écrivais pour le journal du lycée. Voilà, j'étais déjà très investie en réalité, très investie aussi dans les sujets politiques, dans les sujets géopolitiques. En fait, tout ça me passionnait dès l'adolescence. Et ensuite, j'ai rien dit à mes parents. En fait, j'ai bifurqué. Je suis allée effectivement faire une école de journalisme. Et je me suis pas sentie bien. Alors, faut le savoir, je me suis pas sentie bien dans cette école de journalisme. Et bon, je peux pas dire trop c'était quelle école. Je vais pas rentrer trop dans les détails. Mais c'est vrai qu'on en a parlé, on en parle souvent entre nous. Et beaucoup disent l'école de journalisme formate les futurs journalistes, ceux qu'on voit effectivement sur les
plateau télé. Et c'est une réalité. Nous sommes formatés parce qu'il y a des codes de langage, des codes d'écriture, en radio pareil, hein, que ce soit en audiovisuel, en radio ou en presse écrite, hein, il y a vraiment des codes. Et bien sûr que, comme l'école, hein, finalement, quand on écrit La fabrique des crétins, c'est un peu ça. Enfin là, je suis très très dure, hein. Je suis vraiment très très dure. Mais c'est effectivement cette manière qui est amenée dans la formation. Et c'est pour ça qu'on retrouve un peu le même type de journaliste. Et on le sent quand on regarde la télé, pour ceux qui regardent encore la télé, vous avez tout le temps les mêmes tics de langage, les mêmes codes. Alors moi, en plus, j'ai commencé ma carrière, je suis passée de l'envie d'aller sur le terrain, sur un terrain de guerre, à la présentation du JT, du journal télé. Complètement rien à voir. Donc vous imaginez bien qu'au journal télé, on est vraiment dans le formatage le plus total, hein. On a voilà, c'est un peu le même script pour tout le monde, hein. Vous commencez avec une choc et puis vous débitez, vous avez des petites brèves, des lancements sur les sujets, les reportages. Bon bref, je vais pas refaire le fil. Exactement. Mais oui, pour moi, ce qui prime, tout d'abord, le journaliste, c'est pas forcément sa formation. Vraiment. C'est ce qu'il ressent au fond de lui. Et comme je vous le dis, moi, ce métier, il est viscéral pour moi. C'est un métier passion. C'est un métier que j'aime profondément. Et c'est ce qui vous donne, en fait, finalement, les clés pour réussir. Et en plus, le métier de journaliste, c'est avant tout un métier de terrain. Moi, je suis contre les journalistes de desk, les journalistes qui sont au bureau derrière un ordinateur, qui ne font qu'attendre les dépêches de l'AFP, entre autres. Ce n'est pas ça pour moi le journalisme. Réellement, c'est quelqu'un qui va sur le terrain, qui enquête, qui est au contact des gens, qui cherche l'information, qui recoupe, qui passe des appels toute la journée. En réalité, le métier de journaliste, le journaliste lui-même est en total mouvement, mais perpétuel en fait. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir peut-être, et c'est ce qui est en perdition, mais c'est pas d'aujourd'hui. Et ça, on va certainement en parler. Hein, on va certainement en parler. Tu as très tôt compris que finalement, l'information, c'est une énergie et c'est une arme ultra puissante. Oui, parce que déjà, au sein même de l'école, tu vois aussi, on va certainement parler de copinage, mais déjà au sein même de l'école, tu le sens, ce copinage qui existe, parce que tu te retrouves quand même avec des élèves dont les parents sont déjà journalistes ou qui ont déjà une fonction assez placée. Et tu vois bien qu'ils n'arrivent pas là pour le métier en lui-même, le cœur de ce que ça peut représenter. Ils arrivent là pour le prestige. Parce que être journaliste et surtout journaliste au sein des médias mainstream, si tu es présentateur télé, si tu as une émission, tu vois, c'est quand même un certain prestige. Prestige et pouvoir, un pouvoir énorme. Mais complètement. Tu as ta carte de presse, donc tu as accès à certains privilèges. On parlait des impôts aussi il n'y a pas longtemps quand j'étais chez Nexus. On parlait de cet abattement là au niveau des impôts. Il y a plein de choses. Ça te donne accès à des privilèges, effectivement. Donc c'est un statut qui fait que quand tu dis que tu es journaliste et encore plus, je parle pas de nous, les petits journalistes indépendants ou ceux qui sont en pied dans une rédaction qui n'ont pas forcément trop de pouvoir, mais je parle vraiment de ceux qui sont connus et reconnus. Bien sûr que ce sont des privilèges, hein, c'est une caste, hein, il faut le dire, c'est une caste. D'ailleurs, suite à cette formation, tu as commencé à fréquenter des rédactions traditionnelles. Est-ce que tu en as... Tu as très tôt compris ça, en fait, le côté réseautage et le côté compromission, peut-être? Mais bien entendu. En plus, dans le milieu de l'audiovisuel, alors c'est assez particulier. Moi, j'ai pas connu les autres milieux. J'ai toujours navigué dans le milieu de l'audiovisuel. Et je raconte, on n'a pas parlé de mon premier livre
que j'ai sorti, donc journaliste indépendante quand réinformer devient une mission, je raconte effectivement que j'ai eu accès à certaines rédactions, que j'ai rencontrées, plusieurs journalistes plus ou moins connus, et on voit bien cette différence et ce mépris aussi de classe d'une rédaction à une autre, d'un journaliste à un autre, d'un présentateur JT à un autre. Absolument. Et d'ailleurs, tu nous parles de cette vie d'avant. Cette vie d'avant, il y a un avant et un après Covid. Donc, on va présenter le livre. Je reviendrai sur le livre après, mais tu nous parles de la vie d'avant, effectivement. Donc, mais juste avant que le Covid arrive, finalement, tu avais laissé un peu de côté ce métier qui t'avait un peu écœuré. Oui, parce que moi, j'ai parlé de la présentation du JT, mais j'ai été aussi beaucoup sur le terrain et c'est ce que j'aimais le plus, hein, en réalité. Donc, d'être sur le terrain, j'ai fait beaucoup de manifs, j'ai fait beaucoup de reportages, beaucoup de documentaires. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai tâté plein de choses. J'ai quand même une expérience qui est très, très large dans le domaine de l'audiovisuel parce que c'est un champ très, très large. J'ai même essayé, je me suis essayée même dans le milieu musical. Ça a été ma dernière expérience parce que je recherchais peut-être un peu plus de légèreté. Donc, je m'étais dit, bon, je voyais bien que j'étais plus en cohérence en réalité avec ce métier. Et j'avais même déjà à l'époque, je me souviens, hein, c'est fou. Aujourd'hui, quand j'y repense, j'avais le projet de créer une chaîne. À l'époque, c'était les débuts de YouTube et j'avais le projet de créer une chaîne YouTube. Mais je me disais, je veux la créer avec des infos un peu plus positives, des infos qui donnent un peu plus le sourire aux gens, qui essayent de les reconnecter à leur vrai essence et pas d'avoir des actualités anxiogènes. Donc, tu vois, mon cheminement, finalement, quand j'y repense, il est complètement cohérent, tu vois, c'est pas déconnant du tout. Et donc, la dernière expérience, chaîne musicale, et là, en fait, chaîne musicale, c'est vraiment pas pour dénigrer, vraiment. Chacun se retrouve où il a envie et surtout avec ses affinités, avec ce qu'il ressent. Moi, c'était vraiment pas mon truc parce que pour moi, il y avait rien de transcendant en réalité. Tu vois, j'arrivais pas à me dépasser intellectuellement ou j'adore la musique, j'aime beaucoup, mais en fait, il y avait rien qui vibrait, quoi. Et donc, en 2018, effectivement, je me sens plus en cohérence avec ce métier et je me dis, OK, maintenant, stop, ça sert à rien de tirer sur la corde, j'arrête, je plaque tout, aucun projet ne me convient, donc je décide d'entamer une reconversion professionnelle. Et moi, j'y crois à cette reconversion professionnelle. Je me dis, c'est bon, je mets tout de côté, ça fait partie du passé et maintenant, voilà, on voit ce que l'avenir va donner. Et puis, il y a le 2020 arrive et voilà. Et là, le métier vient te rattraper par la veste. Mais complètement. Et alors, ça s'est fait un peu progressivement. Bon, déjà, dès le discours, dès le confinement, dès le premier confinement, tu vois, je vois bien qu'il y a un truc qui va pas. Et puis moi, j'ai pas la télé depuis plusieurs années chez moi. Donc, j'ai élevé mes enfants sans télé. Et du coup, mais il y a les réseaux sociaux. Donc, du coup, on voit quand même ce qui se passe, qui est dit à longueur de journée, le décompte de morts, tu vois. Et je me dis, mais non, mais il y a un truc qui va pas. Je vois bien que dans l'information, il y a un truc qui va pas. Je vois la réaction des gens. Je me dis, mais comment on peut avoir peur aussi rapidement? Enfin, et j'explique que je suis un peu dans une espèce de 4e dimension, c'est-à-dire que je vois tout ce monde, mais de l'extérieur. Et je me dis, mais c'est pas possible. Donc, très vite, je cherche et je tombe sur les premiers lanceurs d'alerte, sur ces premiers discours. C'est très rapide, hein, c'est avril, mai, juin, tu vois. Et puis là, il y a déjà plein de gens qui commencent à émerger sur YouTube, tu sais. Et je commence à aider 2 YouTubeurs qui ont besoin, en fait, d'aide sur leur com. Et donc, moi, je dis, ouais, vas-y, je vous aide, tu vois, de manière altruiste et tout. C'est comme ça que c'est arrivé. Et là, tu as Marcel D., dont je suivais les vidéos, qui me faisaient énormément de bien. Ça a été une vraie bouffée d'oxygène, tu vois. Et
Marcel qui lance lui aussi un appel, une bouteille à la mer comme ça, et qui dit « J'ai envie qu'on crée un média, rejoignez-moi, j'ai besoin de tout le monde, nanana. » Et là, tu sais, c'est un truc en toi, c'est comme s'il y a quelqu'un qui tape à l'intérieur, mais c'est fou, hein, et vas-y, vas-y. Et j'essaye d'étouffer ça. J'essaye d'étouffer ça parce qu'en plus, dans ma vie perso, ça va pas. En même temps, je prends conscience, enfin, j'avais déjà pris conscience, mais quand tu es dans le déni, tu sais, tu préfères cacher la poussière sous le tapis, tu me disais ça tout à l'heure, et ben c'est effectivement ça, sauf que non, en fait. Et là, j'ai répondu effectivement à cet appel de Marcel parce que c'était mon envie profonde qui était là, et voilà. Et là, la collaboration fait que le média s'est nettement développé et ça a été une réussite. Bah, ça a été une réussite parce qu'on s'est donné les moyens de cette réussite. Parce que Marcel, c'est quelqu'un qui n'y connaissait rien, finalement, à part ses vidéos humoristiques avec un humour qui est bien cynique et bien drôle. En termes de médias, il n'y connaissait rien. Donc, quand il lance cet appel, effectivement, tu vois, on sent qu'il y a le besoin des gens, en fait, de faire quelque chose, de construire peut-être un monde meilleur. Et il a reçu des tonnes de réponses. Alors, il nous parle de 300 personnes. Après, moi, je ne sais pas. Mais très rapidement, en fait, toute cette énergie s'est quand même essoufflée. Parce qu'il y a l'engouement du début, tu vois, et puis après, bah, ça s'essouffle parce que chacun est rattrapé par la réalité quotidienne. Et puis du bénévolat, bah, le bénévolat, c'est bien, mais ça nourrit pas. Et finalement, on a été un peu les seuls à tenir. Et ce qui s'est passé, c'est que Marcel, lui, était focus sur le site internet. Et avec Rudy, nous, on a fait le choix de développer la chaîne YouTube. Et pendant que Johan et Marcel s'occupaient du site internet et donc des articles à faire booster le site, nous, on s'est chargé de la chaîne YouTube. Pourquoi la chaîne YouTube? Parce que tout simplement, moi, j'arrive du métier de l'audiovisuel, du milieu de l'audiovisuel. Donc, c'était complètement logique en réalité. Et on m'a demandé de faire des interviews. Donc, je me suis lancée dans ce que je sais faire. Et puis, petit à petit, en même temps, ce qui s'est passé, c'est que pour nous, on était comme une petite famille, tu vois. Et donc, ce projet-là, on l'a porté à bout de bras ensemble. Et pour nous, c'était Rudy. On peut saluer Rudy. Eh ben oui, mais je le salue grandement, Rudy. Ce n'est pas Rudy Reichstadt, hein, je précise. Non, souvent on me pose la question. Alors, il va falloir que ce prénom arrête d'être affilié et connoté à Rudy Reichstadt. Non, ce n'est pas Rudy Reichstadt. Et Rudy, avec qui je collabore encore, qui m'a fait la couverture de mon livre, qui s'est occupé de la mise en page, qui s'occupe encore quand il le peut, parce que je ne veux pas le solliciter tant que je ne peux pas le rémunérer de ma chaîne. Et oui, on a porté cette chaîne YouTube à bout de bras, tous les deux, et on l'a montée, on l'a fait passer de 23 000 abonnés à aujourd'hui, je crois qu'elle est à plus de 140 000. C'est énorme. Le travail qu'on a amassé, c'est énorme. Il est juste colossal, vraiment. Absolument. D'ailleurs, toi, tu peux préciser aux auditeurs que tu avais déjà présenté des JT dans des rédactions mainstream. Tu avais cette expérience-là déjà. Alors oui, je l'ai dit, j'ai commencé ma carrière en présentant le journal télé, média mainstream. Oui et non. J'étais pas sur les grandes chaînes, voilà, de la télé, en tout cas hertzienne, d'accord. J'avais un public, un grand public. Ouais, c'était, on va dire, j'avais une petite notoriété. Je m'invitais, chez les gens, parce qu'à l'époque, c'était ça le JT, on s'invitait chez les gens, on était un peu, tu vois, quand les gens déjeunent, ils tombent en face de toi. Bon, je regrette pas du tout. Ça a été une très belle expérience. C'est quelque chose que j'ai fait aussi de bon cœur et les gens l'ont ressenti. Tu vois, c'est un peu,
les retours que j'ai aujourd'hui, là, suite à cette expérience du média en 4K2 et sur ma chaîne, j'avais un peu les mêmes retours aussi à l'époque. Ah, on aime bien quand c'est vous qui présente le JT. Ah, on aime bien vous avoir en face de nous. Voilà, c'était quelque chose. Ouais, moi, tu vois, j'y repense comme ça avec quand même de la joie. Ouais. Mais oui, parce que les gens s'attachent à une personnalité, peut-être à une authenticité, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire valoir dans les médias indépendants. D'ailleurs, j'avais une question à te poser. Qu'est-ce qui t'a, poussé à écrire ce livre? C'était quoi, la motivation profonde? Alors déjà, j'ai toujours aimé écrire et j'attendais juste le bon moment. Mais ce qui m'a d'autant plus poussée à franchir le pas, parce que c'est quand même quelque chose de difficile, l'écriture. Parce que c'est une part de soi qu'on livre pour la postérité. Et le choix des mots, de ce qu'on dit, c'est très, très important. Un livre, ça se fait pas comme ça de manière anodine. Ça se réfléchit et c'est un impact. Ça peut avoir un impact et ça laisse une trace. Et je m'étais dit, quand je me suis engagée auprès du média en 442, tu vois, je l'ai fait effectivement avec un pseudo, Kate, sans me montrer, donc au son uniquement de ma voix. Et beaucoup n'ont pas compris et n'ont pas su aussi que le métier de journaliste, c'est mon vrai métier. Et c'était aussi, il y a eu une vague de journalistes citoyens, tu sais, beaucoup de personnes qui ont émergé comme ça et qui ont brandi l'étendard à la fois de la charte de Munich et du journalisme. Nous sommes des journalistes et tout. Et je me suis dit, moi, j'ai envie de réhabiliter à la fois le métier, parce que c'est un métier que j'aime profondément et qui est entaché, qui est lourdement entaché, tu vois. Et j'avais aussi envie de montrer cette part, tu vois, à la fois d'opposer les médias qu'on dit de masse avec les médias indépendants et qu'est-ce que le journalisme, qu'est-ce que la recherche d'information et qu'aujourd'hui, finalement, on arrive à une ère où on peut exercer son métier, mais autrement. Et donc, j'essaye de prouver, et je pense que je l'ai démontré et je le démontre encore, que ce côté formatage dans lequel on a voulu nous caser par la formation de journaliste, finalement, tu peux t'en extirper. Et ce métier-là, il est beau, il est honorable aussi. On a une responsabilité, une réelle responsabilité. Quand Étienne Chouard dit « nous sommes les sentinelles du peuple », nous sommes effectivement les sentinelles du peuple. Et c'est très important la manière dont on informe et dont on transmet le discours. Et que moi, je suis convaincue que ce métier et ce discours, on peut le transmettre avec intégrité, authenticité et bienveillance. Et c'est vraiment ce que je m'impose de faire, c'est-à-dire que tout ce qu'on t'a enseigné et tout ce qu'avant tu ne voyais pas, parce que je parle aussi de la manière dont j'exerçais avant, qui n'était pas forcément bienveillante, et je parle d'un épisode en particulier qui m'a fait prendre conscience de ça, eh bien je démontre aujourd'hui que finalement on peut obtenir les informations qu'on recherche, tu vois, cette quête de vérité, même si la vérité pour moi n'existe que par le prisme du curseur où tu te trouves, où tu te places, tu vois, c'est beaucoup plus complexe que ça, la vérité. Mais en tout cas, quand j'interviewe quelqu'un, quand je lui donne la parole, j'essaie de lui donner cet espace où il peut s'exprimer, même si je ne suis pas d'accord avec lui, et je peux lui poser des questions en toute bienveillance, même si je ne suis pas d'accord avec lui, qui fait qu'on arrive à avoir un dialogue qui est assez équilibré. Et ensuite, aux spectateurs d'aller faire leur propre recherche, aux spectateurs de se faire une opinion aussi, et de se dire, est-ce que la personne là qui a fait cet entretien, est-ce que oui, elle est dans le vrai, pas vrai et tout. Voilà, moi, en fait,
j'ouvre large le champ des possibles en disant aux gens, c'est à vous aussi d'aller faire vos propres recherches. Et c'est avant tout ça notre rôle de journaliste. Parce que souvent on dit on est en quête de vérité, mais finalement la vérité, quand on se penche sur les sujets géopolitiques, la vérité n'est pas celle que l'on croit réellement. On nous offre juste un pan de pseudo-vérité. C'est vraiment ça, l'ouverture d'esprit. C'est ce que j'aimerais que les gens, en fait, aient. Et on a des débats, des fois, qui sont compliqués parce que les gens, tu sais, restent dans leur état d'esprit. Mais nous, en tant que journalistes, on ne peut pas savoir. Tu sais, c'est très compliqué, en fait. C'est très compliqué. On amène des réponses, quelques réponses, mais qui Absolument. ne sont pas forcément les vraies réponses. Voilà. Absolument. D'ailleurs, ton livre « Journaliste indépendante, quand réinformer devient une mission », c'est une véritable, effectivement, déclaration d'amour au métier de journaliste qui a été sali, dévoyé ces dernières décennies pour des raisons mercantiles, on va dire. Mais c'est aussi un état des lieux d'une grande mutation de ce métier. Tu parles notamment de l'effondrement de la presse écrite face à l'arrivée écrasante des écrans dans nos vies, en fait. Et ça, tu fais un état des lieux très chiffré d'ailleurs de cette presse écrite qui s'effondre totalement. Alors que Et tu aimes l'écrit justement. alors c'est peut-être la partie un peu plus barbante effectivement du livre pour certains, hein, je sais pas, parce que je donne beaucoup de données chiffrées et je démontre en fait que cette presse écrite, elle est maintenue sous assistance respiratoire finalement, tu vois, grâce aux aides, grâce aux subventions. Et bien sûr, c'est un métier qui tend à disparaître, malheureusement, même si on est en train de nous faire croire que ces nouveaux magazines, alors tu sais, ils se sont tous mis aux versions numériques, hein, parce que les versions papier sont en train de disparaître, hein, ça c'est une réalité, et ils sont tous en train de se mettre aux versions numériques, mais même par rapport à ces versions-là, les gens ne lisent plus. C'est complètement. Là, je le démontre par des données chiffrées et on en revient aussi au système, tu sais, de copinage. Parce que, par exemple, je cite l'exemple du franc-tireur, le franc-tireur qui a été donc créé par Caroline Fourest, entre autres, et Raphaël Einthoven qui a rejoint le mouvement, Denis Oliven, et par cet exemple-là, je montre comment on a mis en lumière ce magazine très rapidement, hein, parce qu'ils se sont tous mis à faire des articles, à encenser cette arrivée, ce nouveau magazine extraordinaire, waouh, qui défend les peuples opprimés, les plus démunis, et qui est là pour dire la vérité. Et finalement, quand tu grattes un petit peu, et c'est ce que j'ai fait, mais je le fais de manière très succincte, hein. Quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte que Denis Oliven, qui fait partie effectivement du franc-tireur, fait également partie du conseil de direction de CMI France. Et CMI France, en fait, c'est un éditeur de presse magazine. Et donc, tu te rends compte, en fait, que tout est relié. Ils ont tous des accointances. Et donc, on nous fait croire que il se vend bien, ce magazine. Mais en fait, non. C'est complètement faux. Et ça, je cite le franc-tireur, mais en fait, on pourrait en citer plein d'autres. Hein. En fait, tu parles aussi des moyens. Hein. Les moyens qui sont derrière ces médias-là, nouveaux ou pas, sont sans commune mesure avec ceux des médias indépendants. Bah, tu sais, il y a quelque chose que j'aimerais souligner. Je parlais de mon désir d'être reporter de guerre et que j'ai pas pu réaliser. Et aujourd'hui, là, en 2025, mais depuis quelques années, on est réellement dans une guerre de l'information. Et je dis, on se transforme finalement en journaliste de guerre aujourd'hui, nous, des médias indépendants, parce que cette guerre de l'information, elle se joue à plusieurs niveaux, et notamment, effectivement, au niveau financier.
on ne bénéficie pas des mêmes armes que toute cette presse, tous ces médias dits de masse qui bénéficient effectivement, rien que pour l'AFP, entre autres, ou Radio France, France Télévisions, tous ces groupes de presse bénéficient d'aides de l'État à hauteur de plus de 4 milliards d'euros par an. Tu imagines? C'est énorme, c'est colossal. Bien sûr, ils se répartissent ces aides entre eux. Ils se partagent la part du gâteau. Très bien. Mais nous, on n'a rien à côté. On n'a pas d'aide, tu vois. On n'a pas de financement, on n'a pas de mécène, on n'a pas de subvention, on n'a rien du tout. Donc, effectivement, face à tout ça, bah, nous, on est insignifiants. Mais on a une liberté que eux n'ont pas. Eh bien, la liberté, effectivement, elle a un prix. Elle a un prix. Elle a un prix parce qu'on prend des risques. On en prend beaucoup. On en prend sur le côté financier, on en prend sur les étiquettes dont on nous affuble aussi. Donc, c'est pas facile. Après, les accuser, bien sûr, quand tu es dans un confort matériel, financier et tout. C'est dur de quitter ce confort. Hein. C'est pas évident. Des fois, il faut être fou. Moi, je dis, il faut être fou. Moi, ce que j'ai fait, je suis peut-être, tu vois, peut-être que je réfléchis pas assez. J'en sais rien, mais moi, je regrette pas. Tu vois, quand je regarde en arrière, je ne regrette pas mes choix parce que ce que je me dis, c'est que moi, j'arrive à me regarder dans une glace. Je suis en cohérence réellement avec mes valeurs, avec ce que je ressens au plus profond de moi. Alors, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Mais après, c'est vraiment, je dis, le jeu en vaut la chandelle. Parce que ce qu'on fait, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Alors, effectivement, niveau financier, ça suit pas. Tu vois, c'est pas à la hauteur du travail fourni, des efforts que l'on met dedans. Parce qu'en plus, moi, depuis septembre là, de cette année, bah, je ne collabore plus avec le média en 442, qui n'est pas un choix d'ailleurs de ma part, je le souligne. Mais je ne regrette pas, tu vois. J'ai choisi ma liberté, j'ai choisi aussi mon intégrité. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Absolument. Dans le livre, tu parles justement de cette perte de confiance vis-à-vis des médias de masse que tu as observée. Est-elle vraiment quantifiable? Peut-on être optimiste à ce point? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que quantifiable, bien sûr, nous ne disposons pas de tous les systèmes de sondage qui sont mis à disposition de toute cette presse et de tous ces médias, pour qui, bien souvent, les sondages ne sont pas fiables, d'ailleurs. Hein. Donc, nous, notre meilleure sonde, la meilleure manière de sonder, bah, c'est quand on rencontre le public, quand on voit aussi les stats de chacun. Mais il y a une partie, tu sais, il y a une masse, il y a une partie des gens, une forte partie de la population quand même, qui suit encore les médias, ces médias de masse. Et ça, moi, j'ai palpé, en fait, j'ai senti le pouls de ça pendant la crise Covid. C'est là où on a vu que les citoyens, la majorité en tout cas, étaient soumises. Parce qu'on leur a fait gober n'importe quoi en réalité. Hein. On leur a dit, il y a un virus qui circule, tout le monde a eu peur de mourir, enfin pour la plupart. Ils se sont soumis au masque rapidement, même à l'extérieur, même dans sa voiture seule. Moi, j'ai vu des gens dans leur voiture seule avec un masque. Je me disais, mais c'était pas possible. Est-ce qu'à un moment donné, ces gens-là réfléchissent et puis ensuite, on les a soumis au pass sanitaire, à la vaccination, tu vois. Pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, eh bien, vous devrez
montrer patte blanche et donc le pass sanitaire. Et à ce moment-là, pourquoi nous, on a refusé? Pourquoi nous, on s'est dit, mais c'est pas possible, là, on entre dans un état totalitaire, dans de la soumission totale. Et pourquoi eux, on dit, mais non, mais c'est normal. Donc effectivement, on a un travail, enfin nous, c'est pour ça peut-être que je parle de mission et ça peut être mal interprété, mais on a vraiment ce travail de réinformation. Parce que c'est un endoctrinement qui a été semé depuis des années, qui est semé à l'école déjà quand on est petit, et puis par la voix des médias, bien entendu. Et donc, du coup, les gens, en fait, ils ont des œillères. Et pour eux, c'est normal. Ce qui nous semble pas normal, pour eux, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème, en fait. Et d'ailleurs, ils vont te dire, hein, mais je comprends pas, en fait. T'en fais toute une histoire, mais c'est normal. Parce que ce virus-là, il tue. Tu as entendu, telle personne est morte, tu as vu dans les hôpitaux combien il y a eu de décès. Et les gens vont même pas faire de recherche. Parce que moi, au tout départ, quand on nous a fait le décompte, je fais juste un aparté rapide, quand on nous a fait ce décompte-là de morts quotidiennes, je me suis dit, je vais sortir de chez moi, je vais voir des corps par terre. Tu vois, j'avais cette impression-là, je me suis dit, c'est tellement, c'est une pandémie, quoi, c'est un virus mortel. Donc, du coup, je vais entendre aussi parmi mon voisinage ou ma famille que les gens sont morts. Et en fait, rien de tout cela. Et pourquoi la majorité, en fait, de la population n'a pas eu ce réflexe de juste s'interroger sur un élément, en fait, qui est factuel, tu vois. Là, tu pouvais vérifier, chacun d'entre nous pouvait vérifier cet élément-là. Bien sûr, ce n'était pas la peste noire. Ce qu'il y a, c'est que les écrans sont hypnotiques. Les médias de masse font autorité depuis longtemps pour les populations. Et comme on dit dans les techniques de propagande, un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Et ça, c'est une base. Est-ce que tu connais les salaires moyens à une échelle, hein, pour dire aux téléspectateurs, enfin aux spectateurs qui nous suivent, les salaires moyens, pour montrer quand même un peu que c'est un autre monde par rapport aux salaires très bas. Non, mais je pense, non, parce que j'ai déjà essayé. Journaliste star, à peu près, c'est quoi? C'est entre 30 et 50 000 euros par mois? J'ai déjà essayé de regarder, et c'est vrai qu'ils sont très, très. Tu sais, parce qu'en plus, il y a des conventions collectives, hein, donc tu peux aller fouiller et tout. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment, il y a une omerta sur leur salaire, tu vois, qu'ils ne dévoilent pas. Personne ne dévoile. Mais bien sûr que déjà, c'est pas en dessous de 10 000 euros. Ça, il faut pas se leurrer, hein. Ça, je pense que 10 000 euros, ça doit être aussi les stars qui sont dans les radios, tu vois. Et effectivement, ça doit monter très, 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 très haut. Mais c'est évident. C'est évident. Et d'ailleurs, je raconte une anecdote sur PPDA. Patrick Poivre d'Arvor, la star du JT quand même, hein, de 20h, lui et Claire Chazal, hein, ils formaient le duo de choc. Et je raconte PPDA dans les années en 91, c'était en décembre 91, cette histoire. Alors moi, bien sûr, j'étais petite, hein, mais j'ai retrouvé les archives et j'ai revisionné les images. En décembre 91, avec Régis Faucon, donc son confrère, ils partent à Cuba et ils assistent à la conférence de presse de Fidel Castro. Et ils reviennent donc à Paris, il fait son journal et il dit, on a une interview exclusive de Fidel Castro. Waouh, pour l'époque, waouh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ont enregistré leurs questions à tous les deux en aparté et ils ont pris des réponses de Fidel Castro pendant la conférence de presse, une conférence de presse qui se déroulait en présence de journalistes du monde entier. Et ils ont fait un montage, parce que ce qu'il faut rappeler aussi aux gens, c'est que la magie du montage est incroyable. Voilà. Vous pouvez détourner la parole de quelqu'un avec les images, avec le montage. C'est incroyable, d'accord? C'est très facile à faire. Quand on maîtrise très très bien, c'est facile à faire. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ils nous annoncent ça à 20h.
et il nous dit interview exclusive alors qu'il s'agissait d'un montage. À aucun moment, ils ne se sont retrouvés face seuls à Fidel Castro pour un entretien exclusif. Et c'était passé sur TF1 en prime time, comme ça à 20h, jusqu'à ce qu'il y ait un citoyen lambda et qui a et Télérama, je crois, qui a découvert la supercherie, mais il n'y a rien eu. Hein. En réalité, il n'a pas été sanctionné, il n'a pas été tout le monde l'a couvert et sa direction, entre autres, sa direction, et c'est très très grave. Là, vous voyez, on est en 1991. Aujourd'hui, on est en 2025. Il faut bien se rendre compte, si je donne cet exemple-là, c'est pour dire aux gens, ça a toujours existé, la manipulation par l'image, la manipulation par les mots, la manipulation par le montage. Et pour moi, c'est une erreur, c'est pas une erreur, c'est une supercherie d'un journaliste dont on nous a fait croire que c'était le meilleur présentateur JT du 20h. J'insiste sur ça parce que moi, j'ai grandi avec ça, avec le PPDA, tu vois, du 20h, et Claire Chazal. Où est l'éthique dans tout ça? Où sont ses valeurs à cet homme-là d'avoir fait croire aux Français qu'il était en train d'interviewer Fidel Castro? C'est honteux. Pour moi, c'est juste honteux. Et après, aujourd'hui, il réalise un documentaire qui s'appelle La fabrique du mensonge, et dans lequel nous allons être dans le viseur. C'est peut-être un petit peu de la mauvaise foi. On va voir ce qui va en sortir. Je ferme la parenthèse et j'en ouvre une rapidement aussi aux spectateurs, parce que je peux avoir éventuellement des remarques. Nous ne nions pas ici la gravité de certains Covid et notamment l'existence de Covid long chez des personnes injectées ou non injectées. Et d'ailleurs, je réaliserai très prochainement un montage, un petit film avec des témoignages de personnes qui souffrent de Covid long, qu'elles aient reçu des injections expérimentales ou non. Je referme la parenthèse, mais au moins c'est dit dans cette émission. Mais moi, je veux bien ajouter, alors pardon Stéphanie, je veux bien ajouter que moi, mon papa, et je le raconte dans le livre, a été touché par le Covid. Donc, à aucun moment, effectivement, je nie la présence de ce virus qui n'était pas une pandémie. Ça, j'insiste sur ça. On n'a pas voulu soigner les gens. C'est différent. Il y a eu un virus qui a circulé effectivement, mais on n'a pas voulu soigner les gens. Et je donne l'exemple effectivement de mon papa qui a été atteint du Covid et qui a failli y rester. Voilà, je referme aussi la parenthèse. Merci Stéphanie. On n'a pas voulu soigner, puis on a gonflé les chiffres, voir les travaux du biostatisticien Pierre Chaillot, voilà, qui fait un travail quand même formidable sur le réel. En parlant du réel et de France Stratégie, tu cites un exemple très intéressant, c'est celui d'Emmanuel Ostian qui a écrit un livre qui s'appelle justement Désinformation et qui participe de la fabrique du méchant russe. C'est un rhinologue, comme tu dis, avec beaucoup d'humour. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Après, le reste est dans le livre qui m'échappe, mais qui ne m'échappe pas totalement. Voilà, mais je mettrai une capture. Alors effectivement, Emmanuel Ostian qui a fait plusieurs rédactions, c'est un journaliste qui a fait plusieurs rédactions. Aujourd'hui, il est directeur, étonnamment, il est directeur de l'École supérieure de journalisme de Paris. Voilà. Donc il faut le savoir. Il faut le savoir et ça. Il a donc du pouvoir, il a un pouvoir énorme. Oui, oui, bien sûr. Pour la formation de nouvelles générations de journalistes. Et bien sûr. Et donc, il écrit ce livre Désinformation dans lequel, pour lui, la crise des Gilets jaunes a été instrumentalisée par les Russes. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, bien sûr, j'imagine que c'est un discours qu'il doit certainement donner pour les jeunes, les futurs journalistes. Et il remet pas du tout en question l'agressivité qui a pu avoir pendant les Gilets jaunes. Il remet pas en question les gens qui ont perdu un œil. Il remet pas du tout. Non. Ah non. Et puis il encense aussi Emmanuel Macron. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même un discours qui est pas très objectif. Et surtout, ça, c'est ce qu'on nous sert d'ailleurs depuis 2022 encore plus, que la Russie est responsable de tous nos maux.
La Russie est responsable de tout. Et c'est pourquoi ils veulent Des nous punaises de envoyer. lit, des gilets jaunes, Est-ce qu'on les pourrait gens passent. dire avec beaucoup de rudesse ou pas, que les journalistes aujourd'hui, ceux qu'on présente comme journalistes, ceux qui sont connus, hein, qui sont dans les médias puissants, ce ne sont plus des journalistes en fait, ce sont des VRP, des lobbies et du pouvoir. Complètement. Complètement, ce sont, même si ils ne veulent pas le reconnaître, ce sont pour moi déjà des animateurs télé, et certainement pas des journalistes. Je te dis et je le répète, le vrai journaliste, c'est celui qui est sur le terrain. C'est celui qui va chercher, c'est celui qui enquête, c'est celui qui se rend en conférence, en reportage, qui va rencontrer les gens. C'est certainement pas celui qui est sur un plateau télé et qui anime et qui donne la parole à 2-3 faux experts sur des sujets d'actualité qui, bien entendu, mais on le voit bien dans le traitement de l'information. Avant, on avait encore ce débat qui était possible. Et ça, il faut remonter dans les années 70, quand on regarde les archives, tu vois, dans les années 70, début 80, quand on regarde les archives, on voit bien qu'il y avait quand même du débat. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Même, par exemple, on peut même citer les débats qu'on avait entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen. Alors moi, j'étais petite, mais quand on revoit les images, c'est incroyable quand même d'avoir deux hommes complètement opposés qui en plus envoyaient quand même, tu vois, mais on avait au moins ce débat. Aujourd'hui, on le voit bien, même dans les interviews, les entretiens qui sont comment dire, préparés pour interroger le président de la République, on sent tout de suite qu'il y a, tu vois, on sent tout de suite qu'il n'y a pas de vraies questions, il y a pas de, tout est lissé, tout est fait en sorte pour qu'il soit le plus à l'aise possible finalement dans ses réponses. Et pour moi, ça, c'est pas du journalisme. Tu parles justement des vérificateurs de faits, les fact-checkers, qui devraient normalement justement faire le ménage dans tout ça, mais qui sont assez, comment dirais-je, de mauvaise foi. Pas de mauvaise foi parce qu'ils sont déjà financés pour ça, tu vois. On leur a mis ces officines pour effectivement faire ce travail de fact-checking. Et quand on se penche un peu plus sur qui sont Rudi Reichstadt, Tristan Mendes France et tout, et d'ailleurs même, tu sais, ils ont tous des chaînes YouTube. Quand tu vas voir leur chaîne YouTube, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, ils n'ont pas beaucoup de vues, tu vois. Et là, tu te dis, mais en fait, si tu veux, on nous les a montés de toutes pièces. Donc, il y a le site là, après, il ne faut pas leur faire de la pub, mais bon, Conspiracy Watch, c'est tout et n'importe quoi. Pour lui, on est tous des complotistes, tous des antiféministes, tous. Et d'ailleurs, nous, on en a fait les frais, puisque quand on a, avant notre comment dire, conférence là à Vierzon, on en a tous fait les frais, on a eu le droit à des calomnies, à des articles dans les journaux du Berry en disant que tous les intervenants étaient d'extrême droite, des complotistes, des antiféministes, des homophobes, et ils ont même été, il y a un journal qui a été interrogé Tristan Mendes France à ce sujet-là, tu vois, sur nous. Et il disait, oui, c'est normal, il y en a de plus en plus, il faut faire face à ce fléau. Mais quel fléau, en fait? D'autant plus que tout ce qui est dit est faux. C'est-à-dire que là, ce sont de véritables allégations qui ont été proférées à notre rencontre, tous autant que nous sommes, tu vois. Et là, tu te dis, où est le journalisme? Parce que ce monsieur Tristan Mendes France, est-ce qu'il t'a contacté? Est-ce qu'il m'a contacté? Est-ce qu'il a contacté Romain de chez Nexus ou Michel Debanne ou Mike Borowski? Au bon tweet, Nicolas Bouvier? Aucun de nous n'a été contacté. Et pourtant, il s'est permis de prendre la parole et de débiter des faussetés à notre rencontre. Et c'est pas possible.
Ça, c'est pas le métier de journaliste. Je suis désolée. Le métier de journaliste, c'est, alors, on te dit ça, très bien, je vais vérifier, est-ce que c'est vrai ou pas? Donc, j'appelle la partie adverse, ou du moins l'association Chair à tout cœur. Ils ont bien un responsable, un président d'association tout de même. Ben, appelez-le et puis demandez-lui des comptes. Entretenez-vous avec lui. Et puis, limite, on était 7 ou 8, eh ben, ils auraient pu en prendre un au hasard et nous contacter. Hein. On sait comment nous contacter. On a tous des chaînes YouTube, on a une adresse mail qui est au vu et au su de tous. Enfin, c'était très facile. Mais non, ce n'est pas fait. Donc, c'est plus facile tu vois, d'avoir un discours unique. C'est un peu comme la pensée unique. Tu vois, c'est devenu ça en fait en France. C'est la pensée unique, le discours unique. Et il faut surtout pas aller chercher à côté. Non, 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 non. Parce qu'à côté, ils sont dangereux, vous comprenez? À côté, ils sont d'extrême droite. Alors attention. Ah, c'est des complotistes. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, je crois, la Terre est plate. Ils pensent que la Terre est plate. Ouais, bien sûr. Moi, j'en ai un qui a dit elle est spécialiste du voyage astral. Je me suis dit, mais mince, spécialiste du voyage astral. Mais c'est fou ça. Waouh! J'ai dû faire 2 interviews sur le Média en 442 sur le voyage monde invisible. J'ai dû faire 2 interviews sur le voyage astral et on s'est dit la spécialiste du voyage astral. Je me suis dit, bon, bah, ça tombe bien parce que le 7 décembre, je fais un direct sur le voyage astral. Donc, bah, j'inviterai ce LFiste, tiens, à venir regarder cet entretien, ce direct, tiens. Thibault L'Honneur est invité donc sur Kate TV. C'est quand même un honneur, justement. D'ailleurs, qui tu aimes, toi? On a encore quelques rares journalistes d'investigation ou journalistes qui osent un peu aller contre le récit officiel. Pas dans les grands médias, hein, mais je veux dire, je pense à Anne-Laure Bonnel, Corinne Lallot, oui, mais Patrick Champagnac. Mais je parle, je rends hommage à Anne-Laure Bonnel, à comment elle s'appelle, à Christelle Néant aussi dans le chapitre sur le féminisme. Je leur rends vraiment hommage à toutes les deux parce que pour moi, ce sont vraiment de grandes journalistes, de grands reporters de guerre qui n'ont pas peur, de grandes guerrières aussi, tu vois. Et pour le coup, Anne-Laure qui combat une maladie difficile. Et bien sûr, ce sont des journalistes, elles sont courageuses, tu vois. Elles sont courageuses, elles sont allées sur le terrain, elles ont rendu compte de ce qu'elles ont vu, et sans tricher, voilà, c'est du pur factuel. Et on voit bien le retour qu'a eu Anne-Laure Bonnel, puisqu'elle n'est plus invitée sur les plateaux télé, n'est-ce pas? Puisque son discours est contraire à celui de la doxa. Donc on voit encore qu'il n'y a pas de liberté d'expression ou de liberté de la presse. Mais oui, alors, je suis certaine, et Corinne Lallot, bien sûr, Corinne Lallot, pour le coup, qui a eu une immense carrière et qui a travaillé pour de grandes chaînes de télévision, hein, et qui continue envers et contre tous son travail d'investigation. Absolument. Justement, quand tu étais en pleine formation de journaliste, au métier de journaliste, tu avais déjà repéré des incohérences ou des différences entre des narratifs, comme on dit aujourd'hui, pour utiliser un néologisme. Par exemple, les sujets qui portaient sur Saddam Hussein et Mouammar Kadhafi. Tu veux en dire 2 mots? Après, les détails sont dans le livre, il faut l'acheter, mais ça t'avait déjà mis la puce à l'oreille. Oui, parce qu'on a des CM, hein, des cours magistraux comme à la fac, et on avait le directeur de l'époque qui nous raconte des anecdotes sur Saddam Hussein. Et il nous dit c'était un homme extraordinaire, donc qui s'était rendu plusieurs fois en Irak, à Bagdad, qu'il avait rencontré. Et là, on se dit, mais c'est bizarre, et que c'était un homme généreux. C'est ce que j'explique. C'est quoi la générosité? Oui. De quelle générosité parlait-il? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire en réalité? Et
Et donc, tu t'aperçois, et ça, c'est valable pour plein de sujets. Et quand on est journaliste, on a accès quand même à des tonnes d'informations et qui pourraient surprendre grandement le public. Hein. C'est pour ça que quand je parle de vérité, la vérité, elle est... faut faire attention, faut faire très attention. Mais dans ce cas précis, on se dit donc qu'à un moment donné, Saddam Hussein était un homme bon, était un homme bien, était un homme généreux. Hein, il accueillait, parce qu'il a accueilli les dirigeants du monde entier, hein, et j'imagine qu'ensemble, ils faisaient des dîners fastueux, et que certainement, là, je mets du conditionnel, mais certainement, ils revenaient chez eux avec des cadeaux, hein, j'imagine, hein, parce que pour parler de générosité, bon, on se dit qu'il y a peut-être un peu de ça. Et puis, du jour au lendemain, parce que les États-Unis ont décidé que c'était un homme profondément mauvais, bah, il est devenu mauvais. Donc, c'est ça qui est un peu... voilà, là, c'était très frappant à mon sens, mais visiblement pas au sens de mes camarades, qui, eux, ne voyaient pas, en fait. Et j'en ai parlé, je raconte que j'en ai discuté avec un camarade qui était proche, et qui lui aussi avait relevé effectivement l'incohérence, mais pour les autres, non, c'était normal. Et là, on se dit, mais attendez, si vous ramenez ça à l'échelle mondiale, enfin, vous comprenez que là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Cet homme-là, dont on a dit que c'était un dictateur et tout, mais pourtant, vous alliez manger avec lui. Peut-être que vous acceptiez même des cadeaux. Je ne sais pas. Mais je pense que oui. Et là, après, il est devenu dictateur, l'homme à abattre. Et oui, et je fais le parallèle avec Kadhafi, qui est reçu en grande pompe par Sarkozy, par Nicolas Sarkozy à l'Élysée, qui a le droit de planter sa tente, d'accord ? Et puis après, on sait ce qui est arrivé à la fois à Saddam Hussein et à la fois à Kadhafi. Après, tu mets ça en lien, évidemment, parce que ça a été très vite, voilà, intriguant, avec le fait qu'il voulait peut-être se débarrasser un peu de l'omniprésence et la toute-puissance du dollar. De toute manière, il y a toujours des intérêts qui nous dépassent. Ce sont des intérêts géopolitiques dont on ne connaîtra pas la réelle finalité, même si bien sûr il y a des spécialistes qui donnent quelques points exactement de réponse, mais bien entendu, il y a c'est beaucoup plus, enfin, on pourrait en parler de la Libye, c'est beaucoup plus ce n'est pas que cette petite affaire entre Sarkozy et Kadhafi, c'est beaucoup plus profond que ça qui s'est passé. Et comme en Irak d'ailleurs, voilà, que ce soit pour la première guerre ou la deuxième guerre en Irak. Tu fais aussi référence, alors sans transition, mais on est toujours dans mensonge ou vérité. Moi, je peux en parler, j'ai été soignée récemment avec succès avec ce médicament ancien, cet antiparasitaire dont on n'avait pas le droit de parler pendant le Covid. C'était tabou là aussi, on était sinon un méchant, je sais pas, un méchant d'extrême droite, si on se soignait avec l'ivermectine. Bah, ça relevait surtout du charlatanisme, je pense, à l'époque, hein, aussi, hein. C'était ça, hein, puisque il fallait pas en parler. Et donc, je démontre via des journalistes instrumentalisés, qui sont à la botte du discours de la doxa, je montre comment on a détruit en fait cette solution qui existait pour se soigner. Et donc, il y a le travail notamment d'une journaliste de l'AFP qui n'y connaît pas grand-chose, mais qui ne fait que recracher qui fait partie de l'AFP factuelle, je crois, et qui ne fait que recracher en fait des dépêches et qui insiste. C'est dangereux. Ça a été considéré comme un empoisonnement finalement, l'ivermectine. Alors moi, c'est factuel, j'ai été soignée récemment avec succès, je le répète. Et on n'est pas là pour mentir. Ce serait trop grave. J'ai 2 questions importantes. As-tu ta carte de presse et es-tu franc-maçonne ?
C'est marrant. Ah oui, c'est marrant. Alors, ma carte de presse, je l'explique. On a un numéro qui nous est attribué à vie pour les journalistes. Sauf qu'on refuse de me reconduire, de me renouveler ma carte de presse. Mais c'est pas grave, parce qu'après tout, c'est qu'une petite carte. Hein, c'est pas un précieux sésame. En tout cas, c'est pas comme ça que je le considère. Donc, soit, il n'y a pas de souci. Voilà, ça m'empêche pas de faire mon travail. Donc, pas de problème. Et puis en plus, ils ont quand même durci les conditions d'obtention. Mais ça, après, c'est aussi politique, il ne faut pas croire, hein, parce qu'on nous dit sous couvert de convention collective pour éviter toute. C'est-à-dire qu'en fait, le journaliste doit être encadré, il doit être salarié. Donc, un journaliste indépendant, ça colle pas, ça rentre pas dans les cases, tu vois, de la profession pour l'obtention notamment de cette carte de presse. Sauf que quand on regarde les journalistes qui sont en pied dans une rédaction et qu'on regarde les journalistes indépendants, eh bien, il faut s'interroger sur lesquels font réellement le travail. Voilà. Mais encore une fois, je te dis, c'est vraiment politique, la carte de presse. Pour répondre à ta question sur la franc-maçonnerie, bien sûr que je vais y répondre. Attends, je ne vais pas me défiler, hein. Ouais, je ne fais pas partie de la franc-maçonnerie, je n'ai pas d'acquaintance avec quelque organisation qu'elle soit. Je ne suis pas non plus en politique, hein, donc voilà. Et je raconte d'ailleurs une anecdote sur la franc-maçonnerie dans mon livre. Comment on a voulu m'approcher de très près. Tu t'es pas laissé tenter, ni séduire, ni corrompre. Non, ça a jamais été, tu vois, ça a jamais été en fait dans mes projets. Finalement, j'ai quand même gardé une ligne de conduite. Un roseau solide, tu es. Est-ce que tu pratiques parfois l'autocensure? On faisait référence notamment à Vierzon, à l'affaire Brigitte, que d'aucuns trouvent un peu fantasque et peut-être inintéressante, mais peut-être pas tant que ça, finalement, inintéressante. Alors, c'est vrai que je parle je parle de la censure et de l'autocensure, dont je dis que bien souvent, on s'auto-censure par peur, par mégarde, J'essaye, sincèrement, de ne pas m'auto-censurer. Voilà, j'essaye de garder un esprit très, très ouvert. Après, on peut me reprocher de ne pas aborder tous les sujets. Alors, premièrement, c'est surtout par manque de temps. Sur Kate TV, je publie un entretien tous les mardis et un rendez-vous de Kate, un épisode, une capsule des rendez-vous de Kate les vendredis. Pour l'instant, c'est ce à quoi je m'astreins. C'est déjà beaucoup. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup, en fait, finalement, de diffusion. Et puis, des fois, un direct le dimanche soir. Donc, du coup, si je devais enregistrer, ça ferait des tonnes d'émissions qui seraient là dans mon frigo et qu'il faudrait que je diffuse. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il y a une autre chose aussi, c'est que j'ai pas forcément envie de traiter l'actualité. Forcément, puisque je diffuse 2 fois par semaine, eh bien, je suis pas dans cette dans ce rouage-là de faire de la pure actu. Et en plus, pour en avoir fait au début, c'est pas vraiment ce qui m'attire l'actualité. Mais pourquoi pas? Je ne sais pas. Parce qu'il y a plein de choses à développer, il y a des projets. Enfin, moi, j'ai plein d'idées en tête, mais pourquoi pas? Donc, du coup, le fait de pas traiter de la pure actu fait que je traite pas des sujets tout de suite. Tu vois, en tout cas, je prends le temps, voilà, de les diluer sur une longue période. En ce qui concerne ce dossier en particulier de Brigitte Macron, il y a aussi un autre facteur, c'est que quasiment tous les médias indépendants en ont parlé. Et
et moi, je rentre pas dans cette espèce de concurrence parce que tout le monde en a parlé, il faut aussi que j'en parle. Non, justement, tout le monde en Oui. a parlé. Laissons les spectateurs aller regarder ce qui a déjà été fait. Voilà, je vais pas faire doublon ou triplette ou je ne sais pas quoi. C'est pas, enfin, c'est pas censé, c'est incohérent, quoi. Mais Oui, par contre, c'est pas j'ai nécessaire. Mm. voilà, mais par contre, j'ai fait un entretien avec Maître François d'Angléan, Mm. tu vois, et avec lequel j'ai essayé de trouver un angle différent. Mm. C'est ce qui se passe souvent parce que les invités, je les reçois des fois quelques mois après, une fois que, tu sais, la vague d'actu a été bien concentrée et tout. Moi, je les reçois et j'essaye de faire quelque chose de différent. Et ça a été très bien d'ailleurs, et ça a été vu largement. Et là, par exemple, voilà, là, je vais enregistrer un entretien avec Christian Cotten, tu vois. Mm. Donc, Super. pareil, on va faire quelque chose aussi de différent, finalement. Je prévois aussi de faire une émission sur le 13 novembre. Alors, tout le monde a fait ça, voilà, pour Mm. le 13 novembre et tout. Moi, je l'ai fait un petit peu après. On va faire quelque chose encore de différent. Donc, Tu aimes prendre du j'essaye, recul, hein, tu aimes bien prendre du recul et mais avoir un c'est autre prisme, important. bien Mais c'est sûr, important dans nos métiers et pas faire du copier-coller de ce qui a été fait. copier-coller. Et puis l'actu, Mmh. tu sais, l'actu t'entraîne très très vite sur des Mmh. terrains glissants. Ça, il faut le savoir. Tu aimes avoir du recul, oui, c'est vrai. Et donc il faut faire attention. Puis l'actu, ça devient très très vite anxiogène. Mais je Mmh. comprends. Mais après, il faut de tout. Tu vois, je me dis dans ce paysage là des médias indépendants, c'est bien d'avoir un peu de tout. Tu vois, qu'on soit Mmh. pas tous à proposer les mêmes choses. D'abord, ce qui est génial, c'est qu'on est tous différents. Tu vois, on a notre propre singularité. Et puis et puis proposer des choses différentes. C'est ce qui fera que les gens vont continuer de nous suivre. Sinon, ils vont vite se lasser, tu vois, parce que à trop vouloir faire la même chose, il n'y a plus d'intérêt en réalité après. Absolument. D'ailleurs, c'est ce qu'on expliquait à Vierzon, notamment à monsieur Thibault L'Honneur, qui voulait pas qu'on puisse, s'exprimer lors de cette conférence. On a tous des sensibilités dans ces médias qui sont très différentes. Si on en revient au clivage droite-gauche, il y a des médias dans lesquels les gens ont majoritairement une sensibilité de droite, d'autres une sensibilité de gauche. Et on n'a pas du tout les mêmes ADN, en fait. Et il y a évidemment des sujets, passerelles, des valeurs communes très fortes, mais on est quand même, très différents et c'est très, très bien. L'idée n'est pas de se copier sans cesse et de rabâcher, sans cesse les mêmes choses, effectivement. D'ailleurs, je voulais revenir sur ton expérience dans le média en 4-4-2. Moi, je trouve que vous étiez assez audacieux parce que, déjà, votre ligne éditoriale était assez large. Elle allait sur des sujets sensibles et vous avez même reçu des personnages qu'on appelle sulfureux, en tout cas pour le grand public. Je veux dire Dieudonné, Alain Soral, vous avez fait des choses d'ailleurs des émissions passionnantes, Quoi qu'on pense d'eux. C'était un travail, fabuleux, faramineux même, avec une trilogie qui a sauté d'ailleurs, hein, qui n'est plus à l'antenne. Effectivement, bah forcément, on sait bien pourquoi hein, aujourd'hui, Mmh. forcément. Mais, euh, mais oui, parce que j'ai eu cette liberté. Marcel, ne connaissant pas le métier, je pense qu'il s'est reposé beaucoup sur nous. Et du coup, j'ai voulu ouvrir euh, très très large en fait la ligne éditoriale. Et je me suis dit, faut y apporter le plus de sujets possible qui puissent en même temps réunir les spectateurs, mais finalement, ces sujets qui semblent complètement opposés se rejoignent, tu vois, à un moment donné. Et donc, j'ai voulu faire ce lien, créer cette passerelle entre le monde géopolitique, le monde de la santé, avec le monde du spirituel, de la spiritualité. Et pour le coup, je trouve que ça a été bien perçu, en tout cas, que ça a été quand même une réussite. C'était un sacré pari, un sacré challenge, mais ça a été une vraie réussite. Et ensuite, on parlait tout à l'heure de la censure ou de l'autocensure. Moi, j'ai jamais refusé d'interviewer quelqu'un. Voilà. Pour moi, à chaque fois, je le prenais
comme un challenge et comme une manière aussi de découvrir la personne. C'est ce que j'explique d'ailleurs. Ce studio me manque déjà d'ailleurs parce que Oui, dans tu ce l'appelles le studio, sanctuaire dans ton livre, je trouve ça très joli. et oui, parce qu'il s'est passé tellement de choses, j'en ai reçu tellement des invités, et à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe. Qui se passe, c'est-à-dire, même s'il y en a certains qui arrivent avec une petite appréhension, à la fin, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et à part les quelques trébuchements qui ont eu lieu, dont je raconte les anecdotes, mais sinon, à la fin, ça a été toujours des remerciements, des échanges tellement enrichissants. Donc, il y a toujours eu, et puis, on le sent aussi dans le regard de la personne. Et donc, c'est un petit cocon que j'ai amené dans ce studio, avec aussi le décor, hein, qui a été défini par Rudy et qui a été après agencé par Marcel. C'était un petit cocon. Et donc, on y a mis chacun d'une autre, mais surtout moi, parce que c'est moi qui recevais, tu vois, les invités, qui les mettais à l'aise, et c'était c'était une formidable, de formidables moments. Mais pour revenir sur les personnages sulfureux, tu vois, et je le dis et je continuerai vraiment sur cette voie, c'est que pour moi, on peut interroger tout le monde, quelle que soit la personne. Même la pire, la pire des personnes, celle que peut-être les médias de masse nous diront que c'est la pire des personnes, tu vois. Pour moi, c'est ça le métier de journaliste. C'est d'aller rencontrer un maximum de gens, leur donner la parole, leur poser les questions aussi. Tu vois, mais moi, j'adorerais interviewer Emmanuel Macron, mais bien sûr que ça peut pas se faire parce qu'on le voit bien là, il est en train de faire la tournée des lecteurs de la Dépêche du Midi, je crois que c'était ça. Et là, hier, c'était La Voix du Nord, si je dis pas de bêtises. Oui, mais nous, on n'est pas conviés. Pourquoi on n'est pas conviés? Nous aussi, on aimerait vous poser quelques questions et de vraies questions et parler des vrais problèmes des Français et pas de cette espèce de lubie d'envoyer les Français à la guerre. Mais ça se fera pas parce qu'on n'est pas dans un pays démocratique et on n'est certainement pas en pleine liberté d'expression. Donc moi déjà, je veux remercier tous les gens qui se prêtent au jeu des interviews parce que j'ai essuyé beaucoup de refus, hein. Beaucoup de refus et notamment dans le milieu politique, je me permets de le dire. Où les gens soit vous répondent pas, soit ils vous répondent à un moment et puis vous répondent plus ensuite, ou il y a des refus. Donc moi je salue, tu vois, des gens comme Dieudonné qui est venu malgré son bracelet électronique, il est venu en plateau faire cette interview. Il m'a fait confiance. Je salue Alain Soral qui à chaque fois, il est disponible pour toutes les interviews. C'est vrai. À chaque fois qu'on le sollicite, il dit oui. Il rechigne jamais. Donc quelque part, on se dit bon c'est qu'il est ouvert au dialogue. Et ça, c'est important de le souligner. Et j'en ai plein des invités qui, à chaque fois que je les sollicite, répondent tout de suite « Ok, ok ». Et tu fais des anecdotes. En tout cas, eux ne font pas partie des gens qui t'ont manqué de respect, je veux dire, en studio. Ça, c'est un comportement que tu notes et quand les caméras sont éteintes, effectivement, ça nous donne beaucoup d'informations sur les personnalités qu'on peut recevoir. Je voulais faire un petit aparté sur l'opposition contrôlée. C'est quoi, selon toi, l'opposition contrôlée? Fantasme, vérité? Est-ce factuel parfois? Ouais, c'est vrai que j'en parle à la fin. Je cite Stéphane Gaillet, paix à son âme. Je ne sais pas si elle existe ou pas. Pour moi, si on se focalise sur l'opposition contrôlée, c'est rentrer dans une espèce de paranoïa. Et moi, j'aime pas les gens paranoïaques. Je supporte pas ça. Je me dis, il faut faire confiance aux êtres humains. Après tout, on a aussi une part d'intuition, donc on ressent aussi les choses. Et moi, ce qui m'importe,
avant tout, avant de savoir, tu sais, si telle ou telle personne fait partie de tel ou tel réseau, si elle fait partie de la franc-maçonnerie ou pas d'ailleurs, tu vois, ça m'intéresse pas vraiment en réalité. Tu vois, ça m'intéresse pas vraiment. Pourquoi? Parce que si ça m'intéressait, ça entretient encore ce mythe, cette espèce de mythe qui tend à nous diviser. Et en réalité, on n'a pas besoin de ça. Et pour moi, je prends la personne telle qu'elle est, avec ses bons points et ses, tu vois, C'est travers. oui, parce qu'on en a tous des travers. Personne n'est parfait. Si je demande à l'autre d'être parfait, mais moi déjà, je ne suis pas parfaite. Alors pourquoi je devrais lui imposer ça? Non, on a tous le droit à l'erreur. Et puis, on est tous différents. On réfléchit différemment aussi. Peut-être que pour les uns, et là, c'est pas pour défendre, hein, mais peut-être que pour les uns, appartenir à tel parti politique ou appartenir à telle organisation ou réseau, peut-être que cette personne, elle trouve son équilibre et ça lui convient comme ça, mais ça l'empêche pas de faire de belles choses, tu vois, de réaliser, de lutter pour la liberté d'expression, d'avoir de beaux combats dans sa vie, tu vois. Et puis, à contrario, pour l'autre, non, ça, il en est hors de question et on est OK. Moi, je suis d'accord avec ça, tu vois. C'est vrai que parmi la dissidence, alors tu m'ouvres peut-être la voie vers autre chose, mais on n'est pas si différent que les médias qu'on critique, tu vois, parmi cette pseudo-dissidence, même si je n'aime pas ce terme. Il y a beaucoup effectivement de gens qui se tirent dans les pattes, mais en fait ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Même si on est différent, il faut arrêter. En fait, faut arrêter parce qu'il y a les égos qui prennent le dessus à chaque fois. Tu vois bien que c'est un problème d'ego. Bah, si déjà chacun d'entre nous, tu vois, il disait à son ego, bah écoute, là, c'est bon, on va se calmer, d'accord? Là, on est dans une conversation où il n'y a pas d'enjeu, d'accord? Chacun va dérouler le fil de sa pensée, et puis on essaye d'avancer, même si on n'est pas d'accord, mais on essaye d'avancer et surtout de se respecter. Et là, pour moi, le point clé, c'est le respect. Et je pense que bien souvent, en fait, les gens ne se respectent pas, se permettent des choses trop facilement. Après, il suffit juste tu vois, de discuter avec la personne. Et moi, j'ai pas de conflit avec les gens. D'abord, je n'aime pas les conflits. Je ne supporte pas. Après, si les gens ont des conflits avec moi, il n'y a pas de souci. Moi, il suffit juste de venir m'en parler. Et moi, j'en parle, mais vraiment, très honnêtement, je peux aussi dire des choses qui peuvent blesser, mais au moins, j'aurais dit le fond de ma pensée, tu vois. Et puis après, on repart sur de bonnes bases. Pour moi, c'est comme ça que ça se règle. C'est d'être honnête, en fait, honnête vis-à-vis de soi-même et honnête vis-à-vis des autres. Très bien, un bon credo. Pour terminer, que penses-tu de l'avenir du journalisme? Tu es optimiste? On va dire que je ne suis ni optimiste ni pessimiste. On n'a pas parlé on a évoqué rapidement, mais les journalistes citoyens qui ont émergé, alors bien avant le Covid d'ailleurs. Oui, certains. Ça date pas du Covid parce que ça a été d'abord une demande de tous ces médias dominants, de tous ces journaux aussi, de la presse écrite et tout, où ils ont commencé, je sais plus, peut-être c'était dans les années 2010, 2011 peut-être, où ils ont commencé à dire aux spectateurs, à leurs lecteurs, surtout si vous êtes témoin d'un fait, de quelque chose, envoyez-nous vos vidéos, envoyez-nous votre témoignage. Donc c'est là en fait où ils ont contribué à la création du journaliste citoyen, tu vois? Absolument. C'était très intelligent parce que c'était une manière de contrôler encore une fois l'information. C'est vraiment très intelligent. Et puis petit à petit, il y a eu YouTube, il y a eu, tu vois, tous les réseaux sociaux qui ont commencé à émerger au-delà de Facebook. Et ça a créé une espèce d'appétence certainement des
des citoyens qui se sont dit « Ah, mais moi aussi, je vais contribuer à ça, je vais informer, je vais… » Et puis après, l'explosion, bien sûr que l'explosion, elle a eu lieu pendant le Covid. Maintenant, pour revenir à ta question sur l'avenir du journalisme, je pense que le journaliste citoyen va prendre de plus en plus de place dans ce champ médiatique, en tout cas. Pour moi, c'est inévitable même. Le journaliste, le métier, en tout cas, est en train d'évoluer. Alors, est-ce que c'est l'effondrement des médias de masse? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Pour moi, tant que le pouvoir existera tel qu'on le connaît, ce ne sera pas l'effondrement des masses. Ils vont garder leurs privilèges, ils vont garder cette force de frappe qui est incroyable et qui sert tellement leurs objectifs que c'est pas possible que ça s'effondre. Mais de l'autre côté, nous, on a un grand rôle à jouer. Et c'est là, en fait, que ça se passe. Alors, peut-être qu'on ne le verra pas de notre vivant, mais en tout cas, on est en train de poser les bases d'un métier qui est en mouvement, d'un métier qui est en train de se réinventer, qui est en train de muter aussi. Et c'est important, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de construire, même si c'est difficile. Mais peut-être qu'on aura deux mondes, tu vois. Peut-être qu'on aura… alors, j'aime pas cette espèce de dichotomie. Je supporte pas ça, voir le bien et le mal. Mais c'est peut-être ce qui va se passer. Hein. C'est peut-être ce qui va se passer. Et les médias vont devoir aussi apprendre à se réinventer pour contourner les nouveaux outils de censure qui peuvent être mis en place, qu'ils soient législatifs ou techniques. Ça va être… je ne sais pas vers quoi on va. Moi, j'ai quand même confiance. J'ai confiance en notre pouvoir. Hein. J'ai vraiment confiance en ça. J'ai confiance en ce qu'on peut co-créer, en ce qu'on peut créer ensemble aussi. Même si ça va être difficile. Mais et je suis pas dans une utopie. Hein. Je suis vraiment pas dans une utopie parce que je vois bien les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais il faut y croire. Je pense qu'il y aura un moment peut-être de bascule, même s'il est minime. Peut-être que ce moment de bascule va se faire. En tout cas, on ne peut plus continuer ainsi. Ça, c'est certain. Beaucoup nous annoncent le chaos. C'est probable. C'est probable. Nous sommes déjà dans un chaos financier, dans un chaos politique, géopolitique, sociétal, psychologique, bien sûr. Nous sommes déjà dans ce chaos. Il faut juste ouvrir les yeux. Voilà, il faut le voir, il faut le regarder en face, il ne faut pas être dans le déni. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on a les outils pour s'en sortir. On est suffisamment, pour moi, résilient pour s'en sortir. C'est pour ça que la peur dans laquelle on essaye de nous maintenir, c'est juste un subterfuge pour qu'on ne puisse plus bouger, pour qu'on ne puisse plus avancer, pour qu'on ne puisse pas trouver des solutions et réfléchir. Mais si vous laissez tomber cette peur et vous vous dites, non mais j'ai quand même un pouvoir, j'ai quand même une conscience, j'ai quand même un intellect qui fonctionne. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Quels moyens je peux me donner? Et pas seul, avec d'autres, pour avancer. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. Et c'est pour ça aussi peut-être que dans ma vie, j'ai fait des choix finalement où j'ai mis cette peur. Et Dieu seul sait que j'étais quand même une peureuse. Hein, voilà. Mais j'ai mis cette peur de côté pour me dire, non, mais là, fais-toi confiance. Vas-y, va au bout de ce que tu penses être juste, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie professionnelle. Et je regrette aucun de mes choix parce que à chaque fois que j'ai fait un choix, ça m'a ouvert de plus grandes portes. Et en plus, l'univers ou Dieu, comme vous voulez, moi je crois en Dieu, mais vous apporte toujours une espèce des synchronicités, mais aussi, vous voyez que le cheminement, il se fait, c'est avec le recul que vous regardez, vous dites, ah oui, ça s'est fait comme ça, oui, ça pouvait pas se faire autrement finalement. Voilà, donc n'ayez plus peur, osez
osez avancer, osez vous réinventer, quoi qu'il arrive, quel que soit l'avenir, osez vous dépasser, osez vous transcender. C'est ce qui nous fera gagner à la fois du temps et c'est ce qui nous fera gagner face à cette adversité, face à cette malversité, face à ces malversations, pardon, face à tout ce monde et cette nouvelle ordre mondial, parce qu'il faut le dire quand même, qui veut nous être imposé. Voilà, moi je pense qu'on a les outils pour. Alors, ma toute dernière question porte sur la naissance de Kate TV. Est-ce que tu peux nous parler en 2-3 mots de la naissance, de son actualité, de son avenir? Voilà. Allez tous sur Kate TV. Et je mettrai en descriptif, je mettrai le lien, bien sûr. Merci Stéphanie, merci beaucoup. Kate TV, elle est née au mois de juin. Elle est arrivée comme un cheveu sur la soupe, en fait. C'est un peu marrant parce que je n'avais pas du tout l'intention de créer ma chaîne. Mais finalement, elle est arrivée dans une espèce de synchronicité. Et je raconte, Marcel m'avait dit, tu serais bête de pas créer ta chaîne. Écoute, c'était quelques semaines avant. Écoute, c'est resté dans ma tête et je l'ai créé. Je l'ai créé sans trop y croire, d'ailleurs. Je me suis dit, ça peut faire, tu sais, une chaîne de secours au départ. C'était ça mon intention. Et donc, quand je la crée, je la lance et très vite, j'ai vu que les gens étaient au rendez-vous, que les invités aussi m'ont suivi. Et c'est bien parce que finalement, j'y ai retrouvé encore plus de liberté. Alors, j'avais déjà de la liberté sur le média en 442, mais je me suis aperçue, malgré moi, vous voyez, des fois, quand on est dans le déni, c'est pas très bon, que ce projet-là, en fait, ne m'appartenait pas. Le média en 4K2 ne m'appartient pas. C'est ce que je raconte dans le livre, que je ne fais pas partie des statuts, rien ne m'appartient. Et je me suis dit, oui, mais alors rien ne m'appartient. Alors, c'est bien d'être altruiste, mais pas jusqu'à un certain point. Et voilà comment est née Kate TV dans une espèce de challenge supplémentaire. Et là, aujourd'hui, elle compte, je sais pas, ça fait 5 mois peut-être, elle compte 14 200 abonnés. J'en suis très contente parce que les gens la suivent de plus en plus, voilà. Et je recrée, bien sûr que je recrée ce que j'ai amené sur le média en 4K2, parce que ça, personne ne pourra me l'enlever. La ligne éditoriale de la chaîne YouTube, c'est moi qui l'ai amenée. Sur le média en 4K2, donc du coup je reprends en fait ce que je sais faire de mieux sur ma chaîne. Donc j'y suis pas encore parce qu'en plus c'est beaucoup de boulot toute seule. Je me retrouve voilà, parce qu'il y a tout le travail en amont, puis il y a le travail de l'interview, puis après il y a toute la post-prod, le montage, il faut préparer les vignettes, il faut s'astreindre un espèce de calendrier, et puis à côté aussi j'ai d'autres choses. Je ne m'occupe pas que de la chaîne YouTube parce que bien sûr il y a la promotion de ce livre, et puis j'ai d'autres projets que j'essaye de développer aussi en parallèle. Donc c'est pas évident, on fait pas des journées de 7 ou 8 heures, ça c'est certain, mais en même temps j'aime tellement ça, et j'espère que j'irai le plus loin possible avec ce projet qui va certainement aussi muter, certainement, parce que là c'est le début. Je me lance aussi dans des directs, j'en ai déjà fait 2. Là, le dimanche 23 novembre, on en fait un sur les sorties de banque, sur comment apporter des solutions aux citoyens pour sortir des banques, et on va parler de crypto, on va parler de peut-être comment investir son argent dans des projets qui ont du sens. On va aborder plein de sujets avec des gens qui maîtrisent le sujet. Et le 7 décembre, je refais un direct sur le voyage astral,
Donc là, j'aurai des voyageurs, dont Marc Auburn, hein, c'est le plus connu avec Borvo, et 2 femmes qui vont témoigner. C'est la première fois que je fais témoigner des femmes. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'ai quand même rencontré une journaliste qui a réussi à sortir de son corps. Donc, bon, moi, j'y suis pas arrivée encore, mais en tout cas, c'est un sujet qui passionne, qui intrigue aussi. Donc voilà, donc il y a plein, en réalité, il y a plein de projets. Tu sais, moi, je dis, les idées, c'est pas les idées qui manquent. Les idées, il y en a plein, il y en a plein. Après, il faut juste pouvoir les réaliser. Il faut aussi canaliser tout ça, toute cette énergie, hein, et puis voilà, moi, je suis très heureuse de me lancer seule, même si j'ai Rudy qui m'accompagne de temps en temps. Je suis très heureuse de me lancer. Je suis très heureuse aussi de collaborer, tu vois, avec vous tous, de pouvoir, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui vont se faire, et c'est bien qu'il y ait des synergies qui se mettent en place. Tu vois, tu m'invites et c'est hyper, enfin, moi, j'apprécie, mais Je me vraiment régale. beaucoup, beaucoup. Donc, Moi aussi. que tu me fasses cet honneur-là, parce que c'est un honneur d'être sur ta chaîne. Ah Donc, bah, merci oh, Stéphanie. Et puis surtout, j'insiste aussi sur le fait que l'image qu'on a donnée le 8 novembre en conférence, c'est la réelle image de qui on est tous ensemble. On ne triche pas, on n'a pas triché, on vous a pas montré une facette de nous qui n'est pas celle-ci. On est réellement comme ça dans la vie en dehors. Et moi, vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur qu'on puisse, tu vois, se souder, être soudés entre nous, et qu'on garde aussi notre différence. Donc, merci pour tout ça, Stéphanie. un grand merci à toi. Effectivement, à Vierzon, chacun a pu dire ce qu'il voulait, c'était relativement improvisé, pas préparé. Oui, oui, c'était très spontané, et pour, conclure, je dirais que tu es un esprit curieux, et ça me donne une idée de slogan pour les médias indépendants, parce que souvent, ça les définit assez bien. Je dirais: «La curiosité n'est pas un vilain défaut», et c'est plutôt un slogan qui va comme un gant, aux médias indépendants. Voilà, donc je te remercie de m'avoir fait l'honneur, sans référence à Thibault L'Honneur, mais de m'avoir fait l'honneur en tout cas de venir sur Tribune Libre. Je te remercie beaucoup, Kate, et allez tous sur Merci. Kate TV. Prochain rendez-vous, tu peux le donner? Merci à toi, Stéphanie. Prochain rendez-vous, c'est le dimanche 23 novembre en direct à 21h pour une émission spéciale autour des sorties de banque. Et puis, il y a plein d'interviews qui arrivent, donc les mardis et les vendredis, et un autre direct, donc le 7 décembre, autour du voyage astral. Ça, à mon avis, va durer très, très, très longtemps, ce direct-là, avec Marc Auburn, Borvo, entre autres. Et puis, voilà, la meilleure manière aussi de me soutenir, c'est d'acheter mon livre qui est disponible sur Amazon. Et puis, j'ai aussi une rencontre dédicace le samedi 29 novembre à la librairie Logos sur Paris. Donc voilà, c'est la meilleure manière de me soutenir. Je viens d'ouvrir aussi un Tipeee. Donc voilà, tous les dons sont les bienvenus, même les petits, et surtout les petits. Voilà. C'est donc merci à tous, merci, voilà, merci de continuer de nous faire confiance, surtout. Voilà, c'est important. Merci à toi, Kate. Merci Stéphanie.